éteindre vos téléphones portables, ainsi que les appareils photo avec flash, s'il vous plaît. Merci. Un excellent spectacle. Merci. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, les enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa crinière était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qu'il bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.
d'incitation au terrorisme. Mais c'est un spectacle, putain, j'ai juste chanté du Boris Vian. Je sais, monsieur Garcia. Comment les flics ont pu débarquer comme ça en plein spectacle au milieu du carnaval? Dénonciation anonyme. Sûrement un membre du public. Oh, les cons. Qu'est-ce que je risque? Dans l'état actuel des choses, 2 à 7 ans de prison. 7 ans de tôle, vous voulez rire? 7 ans de tôle. Je risque 7 ans de tôle pour avoir chanté une chanson? 2 à 7 ans. Je sais, c'est absurde. Tout ceci est absurde. Maître, vous avez trouvé une solution, hein? Moi, je ne fais pas 7 ans de tôle, hein. Je suis juste un clown qui chante des chansons pour faire rire les enfants, j'ai pas le profil d'un terroriste. Monsieur Garcia, on va trouver une solution, mais vous devez rester calme. Vous pouvez vous asseoir. Bon, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Vous allez subir une phase d'interrogatoire. Pendant tout ce temps, je serai avec vous, mais vous devez garder le silence. Vous m'avez bien comprise? Vous gardez le silence. C'est moi qui parlerai ou qui vous dirai si vous pouvez prendre la parole. D'accord. Ensuite, vous allez probablement être placé en détention préventive. Là-bas aussi, vous gardez le silence. En toutes circonstances, surtout en mon absence. Vous parlez à personne. Ni aux policiers, ni aux autres détenus. Les autres détenus? Vous voulez dire que je vais aller en prison là tout de suite? Monsieur Garcia, je vais tout faire pour faire libérer le plus rapidement possible, mais j'ai besoin d'un peu de temps. En fonction de l'interrogatoire, le procureur peut décider de vous incarcérer, c'est ce qu'il fait généralement. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, monsieur Garcia, on va se battre. Mais vous devez garder la tête froide. Votre arrestation et les accusations qui pèsent contre vous sont injustes. Elles portent atteinte aux droits de l'homme, mais c'est un combat qui va prendre du temps. Je faisais juste un spectacle de clown, bon sang, j'étais pas préparé à un truc pareil. Je sais, personne n'est jamais vraiment préparé à ce genre de situation. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le problème, c'est que la notion de glorification du terrorisme est très large et englobe la diffusion publique de messages ou slogans pouvant faire l'apologie du terrorisme. Et il n'est malheureusement plus nécessaire de prouver que l'incitation entraîne un risque réel, qu'une infraction de nature terroriste est ou sera commise. Et c'est comme ça qu'on commet des actes terroristes bien malgré soi à coups de chansons françaises. Vous me suivez? C'est une loi votée à la va-vite, mal pensée, inique. Et vous allez pouvoir faire changer la loi? Changer la loi, je ne pense pas, non. Mais prouver que vous êtes innocent, peut-être. On va tâcher de démontrer qu'il s'agit là d'une atteinte à la liberté d'expression, et ce sera notre angle de défense. D'accord. Bien. Si vous êtes prêts, on va passer à l'interrogatoire. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. 15 novembre, 21h. Une quarantaine de policiers fait irruption dans un restaurant en périphérie de la capitale. Plusieurs portes défoncées. Selon le rapport de police, il y aurait eu dans le restaurant des personnes qui représentaient une menace publique. Cependant, aucune des pièces d'identité des 60 clients présents n'a été vérifiée. Nuit du 15 au 16 novembre, perquisition au domicile d'un homme de 80 ans vivant avec sa fille handicapée. L'homme, cardiaque, est menotté et perd connaissance avant d'être transféré à l'hôpital. Rien n'est trouvé au domicile. 16 novembre, 2h30 du matin. Perquisition au domicile de M, réfugié tchétchène. Un policier, arme au poing, inflige plusieurs coups de pied à M avant de le maintenir violemment au sol, menotté. La perquisition a duré 3 heures. Suite à celle-ci, M a été assigné à résidence. Nuit du 16 au 17 novembre, la police effectue 127 perquisitions, dont une à la mosquée La Fraternité. Les gérants du lieu font état de plusieurs milliers d'euros de dégâts. Selon la police, cette perquisition n'avait rien à voir avec les enquêtes concernant les attentats de Paris survenus 3 jours plus tôt. 17 novembre, 23h. La police mène une perquisition de plusieurs heures au domicile de Marc et de son épouse. Enceinte de 8 mois, elle est malgré tout menottée avec son époux durant toute la durée de la perquisition. Celle-ci n'a finalement donné lieu à aucune instruction contre Marc ou sa famille. 20 novembre, des fouilles systématiques sont organisées à l'entrée d'une école maternelle.
Même les enfants doivent ouvrir leur cartable avant d'entrer en classe. Après-midi du 24 novembre, le domicile d'Orlando, récemment converti à l'islam, est perquisitionné. La police copie toutes les données de son disque dur ainsi que celles des téléphones de ses 2 enfants. Aucune poursuite ne sera menée contre Orlando. 1er décembre, 4h30 du matin, 30 policiers perquisitionnent le domicile d'un couple. Le mari était à l'étranger pour raisons professionnelles, la femme était seule avec son enfant de 3 ans. Après la perquisition, qui a duré plus de 4 heures et durant laquelle rien de probant n'a été trouvé, la femme était en état de choc. La famille bouleversée pense à déménager. 2 décembre, 3h du matin, perquisition à la maison d'une femme vivant avec ses 2 enfants. La fouille n'a rien donné, la police s'était trompée d'adresse. D'après les statistiques officielles, les autorités françaises ont procédé à 3242 perquisitions dans les 2 mois et demi qui ont suivi les attentats de Paris. Moins de 6% de celles-ci ont mené à des poursuites. En temps normal, une perquisition est menée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Sous couvert de l'état d'urgence, elles sont menées de manière arbitraire et sans le contrôle d'un juge. Bon, comme vous le savez, une nouvelle vidéo d'un abattoir a été mise en ligne et celle-là est particulièrement trash parce que les animaux sont découpés avant même d'être étourdis. Oui, on a vu passer 2-3 articles sur les réseaux sociaux, mais ça a été à peine mentionné dans la presse. Ouais, et comme d'habitude, silence total du gouvernement. Du coup, je propose qu'on tape fort ce coup-ci et rapidement. On fait ça dans 3 jours en marge de la manif. Oui, c'est bien, ça va nous apporter de la visibilité. Exactement. Alors voilà le plan que je vous propose. On s'habille en vache et on découpe des mannequins qui portent des masques à l'effigie des ministres concernés. Enfin, de ceux qui devraient l'être. Si on découpe des mannequins, on n'aura pas l'image des animaux découpés vivants. Ah, c'est juste. Mais moi, ce qui me dérange surtout, c'est de découper des mannequins à l'effigie des ministres. Sauf qu'à un moment donné, si on n'interpelle personne, on va de nouveau se retrouver avec une fermeture temporaire et dans 2 mois, c'est reparti. Non Et on peut pas simplement écrire une lettre qui accompagne l'action à l'adresse de ces politiques. On peut le faire aussi, mais ça répond pas à ma question. Comment on fait pour avoir l'image des animaux découpés encore vivants? T'as raison. Il faut que les vaches découpent des ministres encore vivants. Ou alors on représente des ministres qui découpent des mannequins. Des humains qui découpent des humains? Mais c'est quoi le rapport avec les abattoirs? Oui, on fera ça quand tu auras les coupes dans les pensions. Non, ou alors il y a une partie de nous qui se déguise en vache et qui découpe l'autre partie qui porte des masques à l'effigie des ministres. Bah oui, et on utilise des bras de mannequins pour simuler les membres découpés. Et pour bien représenter la violence, il faut que ceux qui jouent les ministres poussent des vrais cris de douleur. Attendez, on était d'accord pour faire des actions non violentes. C'est l'image qui sera violente. Nous, on va découper personne, je te rassure. On est déjà assez fort comme ça. N'empêche que c'est vachement violent de découper des humains même si on fait semblant. Mais on fait quoi alors? On distribue des nounours? Non, mais c'est juste que dénoncer la violence en la reproduisant, ça pose question. On n'a pas envie que les gens deviennent violents, on veut faire cesser la violence. C'est pour ça que le message doit être clair. On va pas faire de la violence gratuite. Mais pour moi, à partir du moment où on a les politiciens clairement représentés grâce au masque, qui subissent ce sur quoi ils se taisent depuis trop longtemps, il n'y a pas plus évident comme message. Le problème, c'est que si on commet des actes violents sur des personnes connues, on risque d'être accusé d'incitation à la violence. Attends, ce serait le comble. Je veux dire, on milite contre la violence envers les animaux. Puis c'est pas, de toute façon, c'est pas une accusation absurde d'appel à la violence qui doit nous empêcher d'agir. On ne serait pas les premiers à être emmerdés pour une action où la symbolique est violente. Quoi? Si on découpe des personnes inconnues, c'est pas considéré comme un appel à la violence. C'est hypocrite, je sais, mais c'est la loi. Mais ça va pas en se calmant. En même temps, si on s'arrête à la vie de 2-3 tarés, on fait plus rien. C'est clair, et s'ils veulent nous emmerder, ils nous emmerderont quoi qu'on fasse. Ouais, il y a un autre risque à représenter les personnes connues, c'est de se faire embarquer au bout de 3 minutes. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un filme. Non, mais ça fonctionnera pas, tu sais bien. Ça sera la première personne à se faire embarquer. Pour les flics, pas de preuve, pas de bavure. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prend le risque. On y va avec les masques. Si on fait ça, faut que la com soit parfaite. C'est un peu compliqué si on se fait embarquer au bout de 3 minutes. Faut prévenir la presse. Qui va prévenir les flics?
Ah, c'est sûr que certaines chaînes vont préférer filmer des flics qui embarquent des militants plutôt que les militants en action. T'as pas un ami reporter qui pourrait venir? Ouais, je peux l'appeler. En espérant qu'il bousille pas son appareil. Oui, excusez-moi. La rue est bouchée? Oui, Bonjour. D'accord. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr. Du matériel. Deux objectifs, une bouteille d'eau. Un masque. Un masque respiratoire. Reporter, vous voulez voir mon accréditation? Médecin. Bah, juste quelques photos. Oui. Comme ça. Faites attention avec les objectifs, s'il vous plaît. Je peux l'enlever maintenant? Un quoi? Un groupement en vue de commettre? Des dégradations? Mais je suis tout seul. Je suis médecin, je vous l'ai dit, donc oui, j'ai du matériel. Ouais, je suis juste en... Enfin, elle n'a même pas encore commencé, la manif. J'ai du boulot, je pense vraiment pas être la personne que vous devrez. Oui, un reportage sur la manif, c'est mon métier, oui. Ok. Au poste, vous rigolez? Et ça va durer combien de temps? Mais enfin, moi je dois être là pour la manif. Je fais simplement mon travail. J'appelle la rédaction. Je peux prévenir quelqu'un, moi? Je peux au moins appeler ma femme? Ben, je sais pas, un avocat? Jusqu'à 24 heures. Sans motif? Mais vous pouvez pas. Ok. Ok. Stupeur ce matin, en marge de la manifestation devant le Parlement européen, des activistes écologistes déguisés en bovins ou portant un masque à l'effigie des différents ministres en fonction ont joué des scènes violentes dénonçant l'inaction du gouvernement face au récent scandale des abattoirs. La police est rapidement intervenue pour évacuer les activistes, malgré la présence des médias et le public nombreux qui assistait à la scène. Les militants ont été placés en garde à vue. Le parquet a lui ouvert une enquête pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et incitation à la violence. Actualité internationale, le réchauffement diplomatique ne s'est pas fait attendre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Kim Jong-un a rencontré son homologue à la frontière. Madame Christine Grignon, 37 ans, directrice opérationnelle d'une ONG écologiste, mariée, 2 enfants, Rachel et Sibylle, la petite Sibylle, propriétaire depuis 3 ans d'un petit appartement dans le quartier ouest dont vous payez toujours les traites. Vous regardez les matchs de foot et la série Game of Thrones, pratiquez la course à pied, tondez la pelouse de votre vieille voisine et vous aimez les films pornographiques japonais. J'ai commis quelque chose d'illégal? Je ne sais pas. Avez-vous commis quelque chose d'illégal? D'accord. Est-ce que je peux avoir un avocat? Vous ne semblez pas apprécier à leur juste valeur les actions de notre gouvernement. Super.
Est-ce que je peux avoir un avocat? Voici un petit résumé des informations qui figurent dans votre note blanche. 2013. Milite activement contre les traités de libre-échange. Agite l'opinion en publiant des tribunes. 2014. Mène des actions en pleine rue. Anime un camp de lutte contre la déforestation. 2015. Organise des événements autour de la COP 21. 2016. Dispense une série de conférences dans tout le pays. 2017. Organise des manifestations. Vous signez bien entendu un grand nombre de pétitions et vous en lancez vous-même dans le cadre de votre travail. Et enfin, il y a 3 jours, vous et vos petits camarades planifiez la tenue d'un événement devant le siège du Parlement européen. En conclusion, l'intéressé participe activement depuis plusieurs années aux actions menées contre les représentations de l'État. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Madame Grignon. Je comprends pas bien, là. De quoi est-ce que je suis accusée exactement? Vous allez me fournir le code pour déverrouiller votre téléphone. Non, je vais garder le silence et je veux un avocat. Article 434-15-2 du Code pénal est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit de refuser... Mais quel délit? J'ai rien commis d'illégal, moi. Donnez-moi juste le code du téléphone. Je vous ai dit que je voulais garder le silence. Sauf pour le code du téléphone. Mais depuis quand mon téléphone est en moyen cryptologique? Code téléphone. Il vous faut le papier d'un juge pour faire ça. Je connais mes droits, hein. Vous n'allez pas m'intimider avec vos méthodes de facho. Alors soit vous appelez mon avocat, soit je m'en vais. Assis. Asseyez-vous, Madame Grignon. Café? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, une cafetière, vous voyez bien. Attendez, c'est une blague? Vous m'assignez à résidence? Le temps que le sommet européen se passe. Simple mesure de précaution. Hein. Faisceau d'indices concordants. Ah, c'est tout ce que vous avez. Toujours pas de café, monsieur? Où est mon avocat? Ne soyez pas si pressée, Madame Grignon. Il n'y a pas d'urgence. J'ai signé 4 exemplaires de mon assignation à résidence. Elle émanait non pas d'un juge ou d'un magistrat, mais du ministère de l'Intérieur et développait les raisons de cette assignation. Mon rôle d'organisatrice dans les préparatifs d'événements autour du sommet européen, événements susceptibles de produire des troubles graves à l'ordre public. Nulle part il n'était stipulé que j'allais causer ces troubles, uniquement que l'ensemble des manifestations pouvaient le faire. J'étais donc pas arrêtée pour quelque chose que j'avais commis ou que j'étais susceptible de commettre, mais parce que j'étais l'une des organisatrices d'événements de contestation non violents autour d'un sommet politique. Mon avocat n'a rien pu faire dans l'immédiat. De toute façon, à part introduire un recours au Conseil d'État, il n'y avait pas grand-chose à faire. On n'avait pas accès au dossier complet me concernant. On nous en refuse d'ailleurs toujours l'accès parce que l'essentiel du rapport des services de renseignement à mon égard est toujours confidentiel. Depuis mon assignation, je dois me présenter au commissariat tous les jours à 9h, 13h et 19h30. Si j'arrive en avance, je dois attendre jusqu'à l'heure prévue. Arriver en retard ou manquer un pointage, c'est risquer 6 mois de prison pour violation de l'état d'urgence. Je ne peux pas non plus sortir de ma commune, ni quitter ma maison entre 20h et 6h du matin.
Le plus effarant dans cette histoire, c'est qu'on me reproche rien de précis. Je ne suis pas inculpée, je suis accusée d'aucun délit, j'ai été entendue par aucun juge. J'ai donc pas pu me défendre pour prouver mon innocence. En fait, je vis comme dans un mauvais cauchemar. Je suis écoutée, surveillée. C'est même devenu un jeu avec mes enfants. On met nos manteaux en disant bien fort qu'on part faire des courses. Presque instantanément, on voit des policiers qui se regroupent autour de l'immeuble. Ils sont au moins une dizaine par jour à s'occuper de moi. L'autre jour, un ami est venu manger à la maison. Il s'est fait fouiller sur le chemin du retour en rentrant dans le métro. Il faut savoir que dans une démocratie, ce qu'on appelle une démocratie, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement, puis tu as le pouvoir exécutif, ça c'est toute l'administration et le gouvernement. Et puis tu as le pouvoir judiciaire qui est censé être complètement à côté. Le pouvoir judiciaire qui lui contrôle ou va réprimander les gens qui n'ont pas respecté les lois. Dans ce cadre-là, tu peux avoir un avocat et tu peux toujours être défendu devant le tribunal. Donc c'est censé être un système tout à fait juste et équitable. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui sont prises par l'administratif, des mesures en fait qui sont des sanctions et pour lesquelles tu devrais pouvoir te défendre. Et ce n'est pas le cas dans le cadre des mesures administratives. En Belgique, par exemple, il y a des gens qui ont été arrêtés préventivement avant certains moments d'action pour, soi-disant, de nouveau, respecter l'ordre public. Alors que, en réalité, on bafoue le droit de ces personnes-là de s'exprimer, de s'organiser, d'aller dans la rue pour manifester, ce qui sont quand même des droits fondamentaux. Mon assignation à résidence a duré 2 semaines et s'est terminée par une audience au Conseil d'État. Un spectacle étonnant. L'État s'interpelle et se juge lui-même. Le but n'était donc pas de savoir si ma sanction était juste et légitime, mais si l'État s'autorégule correctement de son propre point de vue. Le rapporteur public a d'abord souligné les dangers contre les libertés fondamentales que représentait mon assignation, pour finir par les justifier pleinement par le risque que je représentais et par les nécessités de l'état d'urgence. Et moi, j'ai jamais eu la parole pour me défendre. Bonjour, enfin bonsoir. Vous avez fait bonne route? Oui. Ouais, super. Ça va. Je prends ta veste. Monsieur, salut. Salut. Oui, ça va. Salut. Bienvenue. Merci, merci. On va s'installer au salon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Ben, on a amené du champagne. Oh, c'est gentil ça. Oui, on fait quelque chose. Voilà. Quelle bonne nouvelle, félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Bah, je vais les ouvrir, ouais, hein. Waouh. Excusez-la, le décès de Hugo est encore trop douloureux. Ah oui, pardon. On voulait pas. Enfin, en même temps, on voulait, mais c'est pas grave, laisse tomber le champagne. Hein. Ouais, thé, café pour tout le monde, c'est très bien. Pardon. Non, Excuse-moi, c'est... Pardon, monsieur.
ça, comment ça va? Bah, à part ça, bah, tout va bien. Hein? Bien, bien, bien. Bah, j'ai commencé mon nouveau boulot, toi. Ah oui, tiens, comment ça se passe? C'est quoi encore? Conception et développement de logiciels de communication sécurisés. Donc, en gros, on lutte contre la surveillance de masse, quoi. Pourquoi faire? Pardon? Concevoir ces logiciels, pourquoi faire? Bah, c'est son travail en fait. Offrir des moyens de communication alternatifs pour sécuriser nos données. C'est ça. Tout le monde va pouvoir communiquer en cachette, tranquillement. Ouais, ce serait le but, enfin, je pense. Exactement. Mais c'est important que tout reste transparent. Pour notre sécurité, justement. Si t'as rien à cacher, ça t'est égal pour surveiller tes communications. Si t'as rien à prendre, prenne rien. Bah, je sais pas, d'un autre côté, je me dis que c'est problématique aussi, non? C'est-à-dire? Bah, trop de contrôle, c'est effrayant, quoi. Je comprends pas. Moi non plus. Bah, c'est effrayant dans le sens où... Où est-ce que ça va s'arrêter? Exact. Si t'as rien à cacher, ça s'arrête là, c'est tout. Bah, justement, hein, ça s'arrête pas. Je comprends toujours pas. Moi non plus. Mais dans ces cas-là, c'est quand même toujours nos libertés personnelles qui trinquent. Vous voyez, c'est... Là, la surveillance en Chine, par exemple. Par exemple, exactement. En Chine, chaque habitant a une cote. Un système de crédit social, un truc comme ça. Et quand ta cote est trop basse, tu peux devoir refuser tout un tas de trucs. Ouais, comme acheter un billet de train, ou emprunter de l'argent. Mais qui donne ces cotes? Mais l'État, en fonction de ton comportement, en fonction de ta situation, Il surveille tout, absolument tout. ton travail, si tu traverses au rouge, le moindre incident, paf, ils savent tout. Ouais, tu peux même devoir refuser de faire un enfant sur base de cette Ouais, cote. c'est encore en phase de... Pardon. Si on pouvait éviter de parler d'enfants. Bon, en même temps, la Chine, c'est une dictature, donc... C'est pas faux. Ils sont toujours dans l'excès en Chine. Ils mangent des chiens en Chine, hein? C'est pas pour ça qu'on va faire comme eux, on est d'accord, hein? Bon. Mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant, non? Pour éviter d'en arriver là. En fait, depuis que vous êtes arrivé, vous prenez un système où chacun serait libre de faire ce qu'il veut. C'est pas vraiment faire ce qu'il veut, c'est un petit... J'ai pas fini. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Où chacun serait libre. Où chacun serait libre de faire ce qu'il veut, donc en l'occurrence, que les terroristes continuent à faire leurs attentats tranquillement, faire des victimes de plus, surtout ne surveillons personne, sécurisons la communication des extrémistes et fermons les yeux sur ce qu'ils font, c'est ça. Je peux. En fait, il faut éviter de confondre surveillance de masse et surveillance ciblée. Mais quel est le problème de surveiller tout le monde? Bah, au niveau des droits de l'homme, c'est quand même... Vous nous gonflez avec vos droits de l'homme. Maintenant que tu es enceinte, tu vas peut-être comprendre, toi. Tu vois ton enfant qui est là dans ton ventre? Eh ben, il va grandir. Et puis un jour, bam, il va exploser, crever comme une merde dans un métro. Puis tu vas devoir aller l'identifier, tu pourras pas tellement il sera déchiqueté, sa vie sera finie, la tienne avec. Bah, le jour où ça t'arrive, tu pourras venir me parler de tes petits problèmes de militante de merde, tu veux pas qu'on oublie ces petites données dont tout le monde se contrefout, alors que ça peut éviter des drames comme celui qu'on a vécu. Elle a pas tort, hein? Mais je vous parle de vie et vous me parlez de données? Il y a des combats qui sont plus importants, non? C'est juste que la surveillance de masse n'a jamais arrêté le moindre attentat, en fait. Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Non, on comprend, c'est pas ça. C'est juste que la surveillance de masse n'a rien à voir avec la lutte antiterroriste. Non, c'est bon, il faut partir maintenant. C'est vrai, mais... Allez, on va pas rester sur une histoire. Cassez-vous! On comprend votre situation. Que ton gosse crève! Là, tu comprendras. Ça va? Ça se passe bien. Entre le début de la création du spectacle il y a quelques mois et aujourd'hui, on n'a pas arrêté de se tenir au courant sur le sujet. Et on compte pas les nouveaux articles, les nouvelles lois, les nouvelles dérives sur le sujet. Et donc, nous on n'a pas le temps d'écrire une nouvelle scène à chaque fois, et puis on n'a pas envie de vous tenir ici pendant 6 heures. Donc on a décidé de vous faire une petite revue de la presse.
la presse récente. D'ailleurs, si vous entendez parler d'articles intéressants, n'hésitez pas à nous les envoyer, moi je pourrais peut-être les rajouter. Alors, je commence avec Le Monde du 19 décembre. Nice, les passagers du tram sont filmés par des caméras qui détectent leurs émotions pour prévenir toute situation dangereuse. Mediapart, des militants anti-pub ont commémoré le 11 novembre à leur manière. Ils ont fait 10 heures de garde à vue pour outrage en réunion à personne dépositaire de l'autorité publique. L'objet du crime, le voici. Outrage en réunion à personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, dans le Nouvel Obs du 1er décembre, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur français, envisage de déclarer l'état d'urgence en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et un petit dernier, celui-ci est un petit peu plus vieux. Les députés français ont modifié le texte de loi sur l'état d'urgence. Dans la version de 1955, il était dit que la police pouvait intervenir contre des gens qui ont une activité qui s'avère dangereuse pour l'ordre et la sécurité. Dans la version récente, ils disent qu'elles peuvent intervenir contre des gens qui ont un comportement qui constitue une menace. Donc, une activité qui s'avère dangereuse et un comportement qui constitue une menace. Mais c'est quoi un comportement qui constitue une menace? Vous avez l'idée? Régis, tu peux avoir un peu de lumière, comme ça ils vont répondre. Merci. Alors, vous avez l'idée d'un comportement qui constitue une menace, un comportement suspect, en fait? Non. C'est pas grave parce qu'on nous a préparé un petit jeu. Je vais vous passer des caméras de surveillance, des extraits de caméras de surveillance, et on va voter ensemble, voir si on trouve ça suspect ou non. D'accord? Vous êtes prêts? Régis, premier extrait, s'il te plaît. Merci. Je vais compter jusqu'à 3, et tous ceux qui trouvent ça suspect, lèvent la main, d'accord? 1, 2, 3. Ok, un petit tiers de salle à la grosse louche. Merci beaucoup. Deuxième extrait. Même chose. 1, 2, 3. 3, 6, 8, 9 personnes. Super, merci beaucoup. Troisième extrait. Même chose. 1, 2, 3. Personne qui ne soit suspect. Très bien. Et un petit dernier. Une dernière fois ce soir. 1, 2, 3. 5, 7, 8, 9, 10 personnes. 10 personnes, merci beaucoup. C'est amusant, hein, on a presque jamais tous été d'accord sur ce qui est suspect ou non. On a tous une vision différente de ce qui est suspect, et c'est bien normal, mais c'est aussi le problème. C'est le problème dans le cas de cette loi française sur l'état d'urgence, c'est aussi le cas de cette loi belge qui permet à l'autorité de perquisitionner un domicile ou un véhicule sans mandat, donc sans contrôle judiciaire, s'ils estiment qu'il y a un danger imminent. Dès qu'une loi est sujette à l'interprétation, dès qu'elle laisse une trop grande place à l'arbitraire et à la subjectivité, elle est dangereuse. Parce qu'elle permet d'éliminer.
Police locale d'Ettergate, service du maintien de l'ordre pour une ville plus sécurisée. Monsieur, la police locale d'Ettergate et ses partenaires s'engagent à réduire les agressions, les délits et les crimes urbains. Nos systèmes d'analyse et de contrôle vous ont identifié avec près de 120 autres individus comme personnes à risque criminel élevé, PRCE. Cela signifie que vous êtes davantage susceptible d'être impliqué dans des activités illicites ou de perpétrer des violences. En conséquence, vous êtes désormais sujet à une attention particulière de la part de nos services. Si vous êtes impliqué dans des infractions ou des activités criminelles et ne cessez pas, Vous êtes susceptible d'être la cible des services de police, D'être inculpé et d'être poursuivi en justice. De plus, selon nos informations, Vous avez été ou êtes lié à des individus ayant des activités criminelles. dès lors, selon la loi relative à l'entreprise criminelle commune ECC, vous risquez d'être reconnu coupable d'un délit et de faire de la prison Par le simple fait d'être présent lorsqu'un délit grave est commis, ou d'avoir des liens avec des personnes ayant commis un délit sans avoir tenté de les en empêcher. Nous vous encourageons à changer votre mode de vie. Votre votre bureau bureau de police locale ainsi que votre agent de quartier peuvent vous y aider. vous pouvez parler en toute confiance à un officier de police et contacter l'une des organisations figurant sur la liste au bas de cette lettre. Je vous encourage à aller vers elles peuvent vous aider à rompre vos liens avec le crime. Salutations, commissaire Barthelon. C'est une blague. non, je crois pas. Non. Comment c'est possible? bah, c'est du profilage grâce à la surveillance de masse. Quoi? La surveillance électronique de masse, tu sais, celle de Google, de Facebook, de nos opérateurs télécoms, celle de nos ordi, de nos smartphones, de nos frigos connectés, celle des services secrets. Attends, tu veux dire que les services secrets surveillent mon frigo? Pourquoi faire? Assieds-toi, je t'explique. Voici monsieur, réseaux sociaux. Bonjour, tu veux être mon ami? 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 Bonjour. Et voici madame, sécurité. La sécurité, c'est important, darling. Je suis importante. Oh my lady, je savais que je vous verrais ici, c'est toujours un honneur de vous croiser. Cette robe vous va ravir. Dire grand flatteur, va. C'est un galant homme toujours serviable. Poc. Madame Sécurité et monsieur Réseaux sociaux sont deux acteurs majeurs de la surveillance de masse. Surveillance, mais non, quel vilain mot. Moi je ne te surveille pas, moi je suis ton ami. Je te regarde attentivement et je vois quelle belle personne tu es. Tu es magnifique, formidable, et toi et tes proches, vous construisez un monde meilleur. Et nous, les réseaux sociaux, nous vous aidons à construire ce monde meilleur en connectant les gens, en les rassemblant, en leur permettant de partager leurs idées. Bla bla bla, on vous surveille, sweetie, c'est vrai. Et alors? Tu te demandes certainement comment ils font pour te surveiller. Oui. Bah, la méthode est très simple, ils enregistrent tout ce que tu fais. C'est-à-dire? Tout, sweetheart, tout. Tes conversations sur Internet, le contenu de tes emails, ta géolocalisation. Ce que tu fais, ce que tu achètes, tes centres d'intérêt, tes petites habitudes. Je mets jamais rien sur les réseaux sociaux, donc vous ne devez pas savoir grand-chose sur moi. Oh, qu'elle est drôle et naïve à la fois. Inutile de publier quoi que ce soit pour que nous puissions veiller sur toi. Je sais ce que tu fais, ce que tu lis, ce que tu ne lis pas, avec qui tu communiques et à quelle fréquence, où tu fais tes courses, où tu pars en vacances. Et de ça, je peux voir qui tu es. Tes idées politiques, ton niveau de vie, tes relations amoureuses, ton orientation sexuelle. Si tu es enceinte, si tu as des tendances suicidaires, si tu as des problèmes d'argent ou de santé. Tout, darling. C'est impossible, je donne jamais ce genre d'informations. Inutile, honey, inutile. Nous le savons pour toi. Par exemple, voici les coordonnées de localisation de ton téléphone durant ces 5 dernières semaines. Je vois que tu vis à la rue des Pierres, dans le centre-ville, c'est là que tu dors le plus souvent.
Je vois également que tu apprécies la course à pied. Tous les matins, tu cours jusqu'à la gare du Midi, 3 km aller-retour. C'est d'ailleurs pour ça que je t'envoie régulièrement des publicités pour les chaussures de sport. Tu dois en avoir besoin. Le sport, c'est la santé. Je vois également que tu travailles de l'autre côté de la ville. Tu y vas d'ailleurs en métro. Et il y a 2 semaines, tu es parti en week-end à Paris. Si à cela je rajoute tes communications téléphoniques, je vois en effet que tu communiques régulièrement avec un numéro parisien, surtout le soir et la nuit, et ce, depuis 5 semaines, avec un petit creux durant ce fameux week-end et une grande remontée ces 2 dernières semaines. On aurait un amoureux à Paris que ça ne m'étonnerait pas. Et il a une bonne situation, il habite dans le 10e arrondissement. Sweetie, tu as du goût. Je vois également que tu as le goût de la fête. Tu es active toute la nuit les week-ends. Tu aimes en particulier les bars et les clubs branchés, d'où tu ne sors jamais avant 5 ou 6 heures du matin. Et je vois également que tu dors assez peu la semaine, puisque tu ne t'endors jamais avant minuit et te lèves à 6 heures du matin, heure à laquelle tu consultes ton téléphone pour la première fois. Et moi, avec toutes ces données, les tiennes et celles des autres, je peux extrapoler des informations à ton sujet. Et avec de très nombreuses données, je vois apparaître des motifs comportementaux, des habitudes, des modèles, des structures. Je repère ceux qui ont les mêmes schémas que toi et j'en déduis que tu es comme eux. Et je dresse ton portrait. Tu es probablement hétérosexuel, plutôt bien éduqué, avec 1 ou 2 diplômes universitaires. Tu as un salaire élevé qui te permet de vivre confortablement et de dépenser sans compter les week-ends. Ton rythme de vie m'indique également que tu n'as vraisemblablement pas d'enfant, que tu consommes régulièrement de l'alcool et que tu aimes voyager. Bon, je vous ai pas autorisé à faire une analyse de moi comme ça, c'est personnel. Donc je vous demande d'arrêter tout de suite de m'espionner. Comment? Tu veux te déconnecter de tes amis et de tes proches? Tu ne veux plus te tenir au courant? Tu veux descendre du train du progrès et de la civilisation? Tu ne veux plus nous aider à construire un monde meilleur? Si. Eh bien, ne résiste pas, Honey. Nous faisons cela pour ton bien. Pour mon bien. Mais oui, moi, grâce à toutes ces données, je te protège. Je combats le crime, je pourchasse les terroristes. Qu'est-ce que mes données ont à voir avec les terroristes? Darling, il faut une botte de paille dans laquelle fouiller pour trouver une aiguille. Et vous en avez trouvé beaucoup, des aiguilles? Virgule, pour l'instant non, mais c'est pour cela qu'il nous faut une plus grosse botte de paille. Et pour cela, nous comptons sur ce gentleman qui fait un travail remarquable en nous fournissant en paille. Et vous pourrez toujours compter sur moi, Miley. Mais ils sont complètement fous. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai reçu cette lettre. exactement. Mais ils se trompent, je suis pas une délinquante. Oh, peut-être, Treasure, peut-être. Mais je ne peux pas prendre le risque de laisser filer une potentielle criminelle ou terroriste. C'est absurde. Ce n'est pas absurde, Honey, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, si ça fonctionne comme ça, vous allez accuser à tort plein d'innocents. Comment ça? Bon, vous êtes peut-être doué en informatique, mais apparemment vous avez brossé quelques cours de maths. Bon, à moi de vous expliquer. Bon, imaginons que votre programme de surveillance de masse soit très au point. Mais vraiment très au point. Et qu'il permet de détecter 99% des potentiels terroristes en Belgique. Oh, mais quelle chute idée! On en est loin, hélas, hein. Oui, bah, imaginons qu'il existe et qu'il soit tellement bien conçu qu'il n'ait un taux de faux positif que de 1%. Mais vous me vendez du rêve, Sugar, continuez! Bon, en Belgique, on a 11 millions d'habitants. Donc 11 millions d'amis. Mais taisez-vous, darling, j'écoute! Si on enlève les enfants et les gravataires, disons 7 millions de personnes en âge de commettre un attentat, or, en 2017, en Belgique, un peu moins de 19 000 personnes étaient fichées pour terrorisme. Soit un peu moins de 0,3% de la population. Voilà. Et votre système qui va détecter les potentiels terroristes va identifier 99% de ces 19 000 personnes, soit 18 810. Quelle magnifique performance! Oui, mais il va aussi accuser à tort 1% du reste de la population. 69 810 personnes. Voilà. Donc, votre merveilleux système va générer presque 4 fois plus de faux positifs que de vrais positifs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il faut revenir à des méthodes d'investigation classiques, comme... Peut-être qu'avec une plus grosse botte de paille, ça fonctionnerait mieux. non, pas du tout. C'est justement... Mais oui! Mais quelle bonne idée! Vous êtes toujours là quand il faut, Pumpkin! Je savais que je pourrais compter sur vous. Je me disais aussi qu'il fallait plus de paille, toujours plus de paille, c'est la seule manière. Et peu importe si de la paille tombe de la botte ou se casse,
C'est la taille de la botte qui compte, parce que dans toute botte, il y a une aiguille, au moins une, et plus la botte est grosse, et plus il y a d'aiguilles, c'est logique. Je like. Ils sont vraiment trouvés ces deux-là. Hein. Ouais, mais ils ont rien compris. Est-ce que les programmes de surveillance de masse ont été révisés? Est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas été changés de façon substantielle. Il y a eu quelques changements mineurs. Ils ont dit « Ok, nous continuerons à collecter toutes vos données. Si vous êtes un citoyen étranger, vous ne disposez d'aucune protection juridique indiquant que nous allons vous espionner moins activement. Quand nous publierons des rapports sur vos activités, nous cacherons vos noms si ce n'est pas important, et ce genre de choses. Mais ils sauront pour qui vous travaillez, ce que votre entreprise produit, à qui elle vend, qui sont vos amis, avec qui vous couchez, à qui vous parlez au téléphone. Ils vous diront, ce ne sont pas les parties importantes de ce rapport, nous verrons bien quelles parties nous intéressent. C'est mieux que rien, mais cela demeure une violation très grave de nos droits. Il va bien ton ami? Celui qu'on a croisé au cinéma là? Quel ami? Je sais plus là, celui qu'on a croisé là, le blond là. Ben? Ben, ouais, c'est ça, il va bien? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose? On l'a croisé il y a 3 mois, pourquoi tu me demandes ça maintenant? Pourquoi tu réponds pas? Il y a un problème? Mais pas du tout, pourquoi tu m'en parles maintenant? Je sais pas, comme ça. Tu m'en parles comme ça, par hasard. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de rentrer du boulot à l'instant. Et alors? J'avais mon sac avec moi toute la journée, je viens de rentrer là maintenant. Et alors? Je suis jamais en contact avec lui, on s'écrit jamais et il m'a justement envoyé un message ce matin. Ce mec-là, il t'envoie des messages. Il t'a dit quoi dans le message? Attends, c'est étrange, il m'envoie un message ce matin et tu m'en parles justement maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le message? Il disait qu'il avait rêvé de moi, on était en train de faire un nouveau projet, on était dans une salle... Le mec qui rêve de toi, il te le dit et toi tu trouves ça normal, toi? Bah oui. Je savais qu'il y avait un truc louche avec ce type, putain. Comment ça, louche? Ça se voit qu'il est dingue de toi, t'es la seule à pas t'en rendre compte. Pas du tout. Ça a jamais été ambigu, c'est un pote, c'est tout. Ouais. T'as intérêt à mettre les choses au clair avec ce pote parce que moi ça va m'énerver. J'ai rien fait, je vais pas aller... Gaëtan, c'est juste un pote aussi. Pardon. T'as très bien compris. Mais t'es vraiment un enfoiré. Comment t'as accès à mon téléphone? Salaud. J'ai rien à me reprocher et je t'ai posé une question. Comment t'as accès à mon téléphone? Tout le monde a accès à ton téléphone, c'est tellement facile, naïve. Non, personne n'est censé y avoir accès, justement c'est mon téléphone, je peux avoir un peu de vie privée. Qu'est-ce que je veux de toi, putain? Réponds à ma question. J'ai des relations, si j'ai besoin d'informations, je vais pas attendre que tu me les donnes. T'as fait ça avec tes collègues de l'armée, c'est ça? Possible. Et tes potes des renseignements ont pas autre chose à faire que fouiller mon téléphone? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu me dégoûtes. C'est pas légal même pour l'armée. Bah attaque l'armée en justice, tiens, tire à loin. On a rompu dans les semaines qui ont suivi. J'ai longtemps hésité à porter plainte et puis finalement je me suis décidée à le faire. La policière était très compréhensive. Elle m'a d'abord beaucoup parlé de harcèlement, de manipulation, de jalousie. Et puis elle m'a conseillé de changer mes identifiants et mes mots de passe. Mais nulle part il n'est fait mention de l'armée, ou du fait qu'il était militaire. Je sais qu'il a fait appel au renseignement militaire pour voler mes informations, mais je suis incapable de le prouver. En 2015, je travaillais sur des questions de droits humains
et plus particulièrement sur les violences sexuelles et le trafic d'êtres humains en Somalie, au Yémen et en Arabie Saoudite. Ces recherches m'avaient amené à interviewer des jeunes filles victimes de violences issues de ces pays, mais aussi à me rendre sur place pour mener des enquêtes et rencontrer d'autres chercheurs qui travaillaient sur ces mêmes questions. Ces recherches et les personnes que j'avais rencontrées dans ce cadre ont suscité l'attention des services de renseignement qui ont mis en place une surveillance de mes communications et de mes déplacements. Bien sûr, je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Il m'a fallu plusieurs semaines avant de m'apercevoir que mon téléphone était sur écoute. J'ai même su plus tard, lorsque j'ai eu accès au dossier complet me concernant, que les cours et les conférences que je dispensais à l'université étaient surveillés. C'est à cette période que ma fille a été admise en urgence à l'hôpital. Les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie aiguë lymphoblastique. C'est la plus courante chez les enfants. Les moments et les conversations les plus importants de ma vie ont eu lieu à l'hôpital, au chevet de ma petite fille. Et savoir que j'étais surveillée à ce moment précis, savoir que mon téléphone était sur écoute et que quelqu'un attendait probablement dans sa voiture sur le parking de l'hôpital que j'en ressorte pour noter dans son carnet les lieux et heures de mes déplacements. J'ai vécu ça comme une intrusion. Une violation insupportable de ma vie privée qui m'empêchait de profiter pleinement des moments avec ma fille. J'étais pas capable d'être entièrement connectée avec elle, de profiter pleinement des confidences qu'elle me faisait, sans m'occuper d'abord de neutraliser les téléphones en les enfermant dans un congélateur ou en les jetant dans une autre pièce. Jamais j'aurais pensé que ça me toucherait personnellement un jour. On se dit toujours qu'on n'intéresse personne, qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on ne représente ni une menace ni un quelconque intérêt pour les puissants. Jusqu'au jour où cela vous affecte terriblement, de façon brutale et injuste. Parce que les recherches que je mène portent sur des sujets qu'un quelconque employé dans un sombre bureau des services de renseignement a jugé sensibles. J'ai été placée sous surveillance et ma vie a été mise à nu. Si nous nous trouvons réunis ici aujourd'hui dans cette vaste salle du palais de justice, si tant de personnes ici présentes ont fait le déplacement, c'est parce que nous sommes à la recherche de la justice. La vraie justice. Celle qui protège l'oppressé de son oppresseur. Celle qui garantit aux faibles comme aux forts la reconnaissance et la protection de leur personne et de leurs droits. Celle enfin qui se veut l'ultime rempart contre l'arbitraire de la force et l'iniquité du pouvoir. Nous sommes à la recherche, mesdames et messieurs, de l'âme de notre justice et de notre civilisation. C'est une mise à nu complète et une critique sans complaisance de notre système légal, judiciaire et exécutif qu'il nous faudra mener. Les personnes accusées dans ce procès sont les victimes des abus et des inconséquences des lois toujours plus répressives que nos gouvernements successifs ont mises en place. Dans cette immonde farce tragique, ils sont bien malgré eux les martyrs exemplaires sacrifiés à l'autel de la sécurité. Un artiste de rue a-t-il fait l'apologie du terrorisme en poussant la chansonnette? Des militants écologistes sont-ils coupables d'outrage pour avoir dénoncé les pratiques cruelles de certains abattoirs? Il faudra sans doute répondre à toutes ces questions, puisque tels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur ces hommes et ces femmes.
Néanmoins, il est une autre question qu'il nous faudra poser. Une question sans doute bien plus cruciale. Quelle société construisons-nous? Sommes-nous en train de bâtir une société dans laquelle nos libertés et droits fondamentaux seront inféodés à cet irréfrénable mouvement sécuritaire qui nous dicte la peur? Sommes-nous à ce point abrutis de panique pour être si peu capables de penser à un autre projet politique? La question, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question est avant tout de savoir si nous avons encore le droit, dans cette société qui est la nôtre, de manifester son désaccord, de souhaiter un autre monde et de tenter de le changer. La question est de savoir si les citoyens ont encore aujourd'hui le droit de jouir de l'ensemble de leurs libertés fondamentales, consubstantielles à la démocratie. Car le terrorisme n'a qu'un temps, Mesdames et Messieurs. Mais les lois, adoptées pour nous en prémunir et qui nous gouvernent désormais, laisseront une empreinte bien plus tenace, bien plus dangereuse, bien plus mortifère que le terrorisme lui-même. Et quand celui-ci sera vaincu, car il le sera, quand nous serons enfin délivrés des bombes et des assassinats, que restera-t-il de nos libertés si nous les abandonnons dans la bataille? Devrons-nous nous résoudre à vivre sous surveillance? Devrons-nous tolérer les atteintes à notre intimité? Et là, des abus et des interdits, usés par les menaces, fatigués de suspicions, d'injustice, élimés par l'angoisse? Renoncerons-nous pour de bon à défendre nos convictions? Les personnes accusées dans ce procès, j'en suis convaincue, seront innocentées. Car innocentes elles le sont. Nous sommes tous coupables. Coupables d'avoir laissé voter des lois qui transforment les citoyens en criminels et les militants en terroristes. Coupables encore d'avoir fermé les yeux et laissé le pouvoir exécutif corrompre l'esprit des lois. Coupables enfin d'avoir donné trop aveuglément sa confiance au législateur, pensant qu'il n'abuserait jamais du pouvoir que nous lui concédions. Mais c'est une expérience éternelle, disait Montesquieu, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Coupable donc de n'avoir pas borné le pouvoir de ceux qui nous gouvernent. Innocents ils le sont, bien sûr. Mesdames et messieurs, il est de notre responsabilité à tous de demeurer toujours vigilants face aux assauts incessants menés contre nos libertés. Il est de notre responsabilité commune de défendre les lois qui nous protègent contre celles qui nous tyrannisent, car ces droits et libertés que nous avons si durement obtenus sont à reconquérir chaque jour. Ces droits et libertés seuls nous garantissent l'état de droit. Ces droits et libertés seuls nous protègent du totalitarisme et de la dictature. Nous, les humains, nous n'avons pas besoin d'apprendre à avoir peur. Nous naissons avec cette émotion. Par contre, on nous apprend tout au long de notre vie de quoi avoir peur. La peur est une émotion hautement communicative. Elle se transmet de proche en proche au contact des autres et de loin en loin à travers les médias et les réseaux sociaux. Des études menées après les attentats du 11 septembre 2001 ont montré que si elle est très facile à acquérir, la peur est difficile à oublier et laisse dans notre cerveau des séquelles qui génèrent angoisse, anxiété, stress. Elle est donc un excellent outil pour contrôler le cerveau humain. Nous nous habituons au quotidien à vivre entourés de caméras, de militaires en armes, de fouilles. Vous en avez fait les frais en arrivant d'ailleurs. Et si nous sommes rodés à ces contrôles, ils maintiennent en nous cette sensation de menace. Pourtant, si la menace est bien réelle, le risque, lui, est assez faible. Tous ces dispositifs, toutes ces images relayées dans les médias nous pénètrent et nous transforment petit à petit et durablement. En France, le gouvernement a fait entrer dans le droit commun une bonne partie des méthodes rendues légales par l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, comme son nom l'indique, est fait pour parer à une urgence, et son utilisation l'a confirmé. C'est dans le mois qui a suivi sa mise en place qu'il a permis plus de 70% de ses actions.
Son utilisation au quotidien, elle, représente une facilitation des dérives. En maintenant le monde sous pression, elle nous prive de toute vision à long terme, elle nous impose son rythme et nous empêche de voir au-delà de nos peurs et de nos angoisses pour renouer avec nos espoirs et nos aspirations. Au Royaume-Uni, il existe une caméra de surveillance pour 11 habitants, dont 97% appartiennent à des privés, et il n'existe aucune loi qui limite l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale, seulement un code de conduite qui n'a aucune valeur légale. Tout ce que vous avez vu ici est basé sur des faits réels. Les arrestations et perquisitions arbitraires, les assignations à résidence de militants, les mises sur écoute injustifiées, les procédures administratives qui ne laissent pas de place au recours, les atteintes à la liberté d'expression, de satire, de manifestation. Tout ça, c'est pas un rêve. Ça se passe ici et maintenant, en 2018, en Europe, en Espagne, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique. Pour créer ce spectacle, vous imaginez bien qu'on a dû faire pas mal de recherches sur des sujets sensibles. On a aussi dû rencontrer des personnes suspectes. J'ai souvent hésité à écrire ce que je voulais vraiment dans le moteur de recherche sur Internet. Moi, depuis, j'ai changé de boîte mail, j'ai chiffré mon téléphone et j'ai quitté Facebook. Facebook n'a pas le monopole de l'espionnage. Non, je sais, mais c'est déjà ça. Bon, un jour, j'ai cherché vol pour la Syrie sur Google. Et moi, comment contrer une politique répressive? Système de sécurité des aéroports. Service de renseignement belge. Caméra de surveillance de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes? Comment cuisiner vegan. Et là? Ça, c'est pas grave. Ah non? Puis on a lu des articles aussi. Dualisys by Program Surveillance Terrorist. Ouais. Les programmes de surveillance de masse de la NSA arrêtent-ils les terroristes? Et ben non. Moi, j'ai lu un autre article. Bref, on est tous sous surveillance depuis à peu près 3 semaines. Voilà. J'ai subi 2 contrôles d'identité en 3 jours. D'ailleurs, coucou les policiers qui nous écoutent. Je devais travailler sur un autre spectacle en janvier. Ils m'ont viré sans explication. J'ose plus rien écrire sur le moteur de recherche. J'avais pris toutes mes précautions pourtant. C'est suspect ça en soi. Je suis sûre que c'est lié. Comment on fait pour plus être suspect? On me dit que des suspects se sont glissés dans la salle. Il y a prescription à un moment donné ou... Non mais vous pouvez rester, hein. Un mec me suit en permanence. Je suis sûre qu'il est dans la salle. Calme-toi, il nous écoute. Bah justement. N'empêche, on ne montrera pas l'idée que si vous êtes suspect, c'est qu'il y a une bonne raison. Bonsoir, vous êtes venu pour le spectacle? Ce serait embêtant quand même si à chaque fois que vous allez au théâtre, vous vous mettez dans un petit coin à part, bien vous surveiller. Ouais, hein? Si je paye, vous m'enlevez de la liste des suspects? T'es où, connard? Pourquoi vous me fixez, vous? Toi aussi t'en es? Des enfants. Arrêtez, là, on va tous finir en tôle. Voilà, il faut que je dépense une dénonce à un camarade, j'en balance ça, vous montrez la liste, c'est ça? Et si j'essaie de sortir de la salle là maintenant, quelqu'un va m'empêcher? Hein? Ça va. Ouais. On est tous devenus un petit peu parano parce que entre réalité et fiction, la frontière est parfois assez mince. Ah, on n'est pas surveillé alors? Non. Pas encore. Je t'ai quand même mal avec toi. On devrait peut-être arrêter ce spectacle quand même, ce serait plus sûr. Bah non, on n'a pas fait tout ce boulot pour rien. Puis moi j'ai déjà plus de taf en janvier. Bon, en tout cas, je reviens demain. Bah ouais, moi aussi. Moi aussi, mais je prendrai un autre chemin. Bah, j'ai pas trop le choix si je comprends bien. Je serai là aussi. À demain. À demain. Non. On est sous surveillance ou pas? Non, on n'était pas surveillés, c'était pas vrai. Enfin, on pense pas. Bah on n'est pas sûr. Quoi, mais peut-être? Est-ce que c'est vraiment légal ce qu'on fait? Bah, ça dépend où, comment, quoi. Bah, c'est compliqué quand même. Attendez, parce que si ça se trouve, ce spectacle, c'est un délit ou un crime. Mais alors? Vous êtes tous impliqués, vous aussi? Tous complices? Fallait pas venir nous voir. Bien fait pour vous. Terroriste.